Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours dans le cadre de la formation pédagogique destinée aux enseignants nouvellement recrutés, j'ai réalisé cette deuxième vidéo afin de vous faire découvrir le contenu d'un chapitre du module que j'enseigne, à savoir la physiologie animale, et qui est abordé en séance de travaux pratiques et qui s'intitule Les éléments figurés du sang. Dans ce TP, nous allons tout d'abord commencer par une introduction sur le système circulatoire et les éléments figurés du sang. Puis nous allons parler des objectifs spécifiques à atteindre à la fin de la séance des travaux pratiques. Et nous poursuivons avec les différentes cellules sanguines afin de permettre aux apprenants d'en faire la différence. Ensuite, nous allons faire le point sur la méthodologie à suivre durant la séance de travaux pratiques, ainsi que le protocole expérimental et le matériel utilisé. Ceci est suivi par les observations obtenues à l'issue de ce travail. Et pour finir, une activité d'apprentissage s'impose à la fin de la séance pour évaluer le degré d'assimilation des apprenants. Pour commencer, le sang, ce liquide rouge vital qui parcourt l'ensemble de notre corps, est bien plus qu'un simple vecteur de nutriments et d'oxygène. Il constitue un véritable organe circulant, riche et complexe, dont les éléments figurés jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'homéostasie. Globules rouges, globules blancs et plaquettes, chacun de ces composants cellulaires possède des caractéristiques spécifiques et assure les fonctions essentielles allant du transport de l'oxygène à la défense immunitaire en passant par la coagulation. Ce travail pratique a pour objectif principal d'observer, identifier et comprendre ces éléments figurés du sang à travers des techniques simples mais rigoureuses afin d'en apprécier la diversité morphologique et fonctionnelle. Et avec l'étudiant, nous allons explorer la physiologie microscopique qui sous-tend la vie elle-même. À l'issue de ce travail, l'apprenant sera capable de déterminer et étudier les caractéristiques morphologiques des cellules sanguines ainsi qu'identifier leurs fonctions principales, avoir la compétence de distinguer entre les différents types globulaires, à savoir les globules rouges et les différents types globulaires. Apprendre à utiliser correctement le matériel nécessaire et apprendre à interpréter les résultats obtenus de façon cohérente. Comme nous l'avons déjà évoqué, le sang est constitué de deux grandes fractions dites le plasma et les éléments figurés. Cette répartition montre l'importance de chaque composant dans le fonctionnement global du système circulatoire. Elle sert également de base à l'analyse en laboratoire, notamment lors d'une numération formule sanguine pour évaluer la santé d'un patient. Pour commencer, le plasma est la partie liquide et jaunâtre du sang, représentant environ 55% du volume sanguin total. Il constitue le milieu de suspension des éléments figurés et joue un rôle central dans le transport et l'homéostasie. Et vous pouvez visualiser ici les différents éléments figurés du sang. Et pour enchaîner, les globules rouges, dits encore érythrocytes, se caractérisent par leur forme biconcave qui leur permet d'optimiser les échanges gazeux et une grande flexibilité dans les capillaires étroits. Elles ont une taille minime de 7 à 8 micromètres et une épaisseur de 2 micromètres. Elles se caractérisent également par l'absence de noyau, ce qui laisse plus d'espace à l'hémoglobine, une protéine qui leur permet de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et les organes. Elles se caractérisent également par une durée de vie qui ne dépasse pas les 120 jours. Elles ont la particularité d'être homogènes en taille en portant au-dessus des antigènes responsables des groupes sanguins. Par contre, les globules blancs, dits encore leucocytes, qui sont plus grands et plus variés morphologiquement, elles se divisent en deux groupes selon la présence ou non de granulation en granulocytes et agranulocytes. Il est important de savoir que les trois types de granulocytes sont reconnaissables sur les frottis sanguins colorés par leur noyau polylobé. Nous pouvons distinguer les neutrophiles qui présentent un noyau avec 3 à 5 lobes, les éosinophiles qui ont des noyaux bilobés et les basophiles dont on n'arrive pas à visualiser le noyau par abondance de granulation. Et en ce qui concerne les granulocytes, nous pouvons distinguer les lymphocytes caractérisés par un grand noyau occupant tout le volume globulaire. Quant aux monocytes, elles se caractérisent par un noyau en forme de fer à cheval. Il est également important de savoir que chaque lignée de cellules sanguines a une fonction précise. C'est cette fonction qui les rend indispensables à la vie. Cependant, les examens hématologiques courants apprécient surtout le nombre et la morphologie des cellules circulantes. Nous avons la numération sanguine qui mesure les variations quantitatives de chaque lignée cellulaire pour un certain volume de sang. Nous avons également le fameux frottis sanguin qui est représenté par une goutte de sang étalée, séchée puis colorée afin de différencier les cellules entre elles.
d'apprécier les variations morphologiques et parfois pathologiques et de classer les différentes sortes de leucocytes en établissant les pourcentages relatifs. Nous nous intéressons dans cette séance par le frottis sanguin qui est une technique permettant d'étaler une fine couche de sang sur une lame de verre afin d'analyser la morphologie de cellules sanguines au microscope après coloration, généralement à May-Greenwald-Jimsa. Alors, qu'est-ce que la coloration May-Greenwald-Jimsa et à quoi sert-elle en pratique? En fait, il s'agit d'une méthode classique utilisée en hématologie pour observer les cellules sanguines sur frottis. Elle repose sur l'action combinée de deux colorants neutres dissous dans de l'alcool méthylique, notamment le May-Greenwald et Jimsa. Cette méthode comporte 4 étapes, à savoir la fixation des cellules du frottis sanguin préparé au préalable en couvrant la lame avec le colorant May-Greenwald, qu'on va laisser agir pendant quelques minutes pour que le méthanol fixe les cellules. Puis nous avons la coloration May-Greenwald proprement dite, suivie de la coloration Jimsa diluée à 1/10 avec de l'eau neutre. À la fin, une étape de séchage est indispensable avant observation microscopique. Néanmoins, pour réaliser ce TP, nous aurons besoin de lames et lamelles, de colorants, notamment le May-Greenwald-Jimsa, de pipettes Pasteur, de microscope optique et de l'huile à immersion nécessaire pour les observations à fort grossissement. Passons maintenant aux principales observations obtenues au microscope optique. Il convient de rappeler que la technique du frottis sanguin associée à la coloration May-Greenwald-Jimsa permet une visualisation détaillée des éléments figurés du sang, facilitant ainsi leur identification morphologique et fonctionnelle selon les critères déjà abordés au début de cette présentation. Ainsi, cette coloration joue un rôle essentiel en amplifiant le contraste entre noyau et cytoplasme, mettant en valeur les granulations spécifiques et facilitant la distinction entre cellules. Aussi, grâce aux propriétés tinctoriales des colorants acides et basiques utilisés, on obtient une palette chromatique précise pour chaque type cellulaire. Et il convient également de préciser que cette observation permet non seulement l'obtention d'une formule leucocytaire rigoureuse, mais aussi la détection de pathologies hématologiques comme les anémies, les leucémies via l'analyse des anomalies morphologiques. Et pour finir, l'apprenant est appelé à rédiger un compte-rendu détaillé qui contient les objectifs de la séance des travaux pratiques, le principe de la manipulation, toutes les observations des différents types cellulaires identifiés et leurs fonctions avec les interprétations nécessaires en cas de pathologie, avec une conclusion cohérente. À la fin, j'espère que cette présentation vous a été utile pour pouvoir faire la différence entre les types globulaires et je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.